Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la suite du chapitre 2 sur les composants électroniques. Donc dans la première partie du chapitre 2, on avait vu le fonctionnement des diodes à jonction. Et cette fois-ci, on va étudier les diodes Zener. Donc les diodes à jonction, les diodes Zener, c'est des diodes qui font partie de la même famille. Et pour pouvoir comprendre les différences entre les deux, je voudrais faire un retour sur la partie du cours où on parlait des diodes à jonction, notamment sur la circulation du courant dans la diode. Donc je rappelle que la diode à jonction, celle qu'on a vue la dernière fois, c'est un clapet à courant électrique. Donc en réalité, c'est un petit peu comme un clapet sur un tuyau d'eau. Je rappelle que le courant électrique, c'est comme de l'eau dans des tuyaux. Si le clapet est dans le bon sens, je vais avoir l'eau qui va circuler. Donc là, si je mets ma diode à jonction dans le bon sens, dans le sens anode vers cathode, le courant va passer et va allumer l'ampoule. Par contre, si je la mets dans le sens inverse, elle va bloquer le courant et l'ampoule restera éteinte. Donc, si je résume, une diode à jonction, ça laisse passer le courant dans un sens et ça le bloque dans l'autre. La seule petite différence, c'est que je vais avoir une tension de seuil, je vais avoir une petite perte au moment où ma diode à jonction va laisser passer le courant. Par exemple, ici, si je mets 9 volts pour alimenter une ampoule, et que ça passe par une diode à jonction qui est dans le sens passant, qui veut bien laisser passer le courant, je me rends compte, si je mets un voltmètre en dérivation sur l'ampoule, qu'il ne me reste plus que 8,26 volts, donc j'ai bien une chute de tension de 0,6-0,7 volts au niveau de la diode qui devient passante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tension de seuil de la diode, c'est un défaut. Voilà, donc ça c'était un petit rappel sur le fonctionnement de la diode à jonction. Maintenant que on se rappelle de ça, on va voir ce qui change entre une diode à jonction et une diode Zener. Donc symbole et fonctionnement, la première chose à remarquer, c'est que si je regarde sur une carte électronique une diode Zener, eh ben, il n'y a rien visuellement, sauf si je lis la référence qui est écrite dessus, mais en tout cas, visuellement comme ça, il n'y a rien qui différencie une diode à jonction d'une diode Zener. C'est bien un dipôle dans les deux cas. J'ai deux pattes, et puis il y a une patte qui est désignée par un anneau, et donc cette patte désignée par l'anneau, c'est la cathode. Que ce soit sur une diode à jonction ou une diode Zener, c'est toujours la cathode qui est du côté de l'anneau de la diode. Maintenant, si je regarde son symbole sur un schéma électronique, je rappelle, une diode à jonction, son symbole, c'était aussi ce triangle qui indiquait le sens de passage de courant. On a l'anode, la cathode de la même manière. Le seul point qui est différent et qui permet de reconnaître sur un schéma électronique une diode Zener, c'est ce petit trait supplémentaire du côté de la cathode. Du côté de la cathode, on voit qu'on a donc ce trait-là qui était déjà présent sur la diode à jonction, et celui-ci qui vient être rajouté en plus. Et c'est ça qui fait qu'on reconnaît une diode Zener sur un schéma électronique. Donc maintenant, comment ça marche? Alors, une diode Zener fonctionne comme une diode à jonction dans le sens passant. Ça veut dire, donc je fais une petite pause dans ma phrase, ça veut dire que si je fais passer un courant électrique du côté de l'anode pour aller vers la cathode, à travers la diode Zener, elle se comportera exactement comme une diode à jonction. Ça veut dire qu'elle va laisser passer le courant et qu'il y aura une petite perte de tension de 0,6-0,7 volts parce que la diode Zener elle est aussi sur une base silicium. Ce sera la tension de seuil perdue aux bornes de la diode. Donc, pour l'utiliser dans le sens passant, il n'y a aucune différence entre les deux, donc il vaut mieux utiliser une diode à jonction. Là où la diode Zener commence à être intéressante, c'est dans le sens inverse. Elle est également capable de laisser passer le courant dans le sens inverse en appliquant une tension de seuil particulière appelée tension Zener UZ. Je résume. La diode Zener, elle veut bien laisser passer le courant dans le sens là, mais elle voudra aussi bien laisser passer le courant dans le sens là. Ça, si on se pose la question, on se dit mais c'est un petit peu bête d'utiliser une diode parce que finalement, un fil, un morceau de cuivre, un conducteur, il est aussi capable de laisser passer le courant dans un sens et dans l'autre, et en plus celui-là il n'aura pas de problème de tension de seuil, il n'y aura pas de perte, donc ça marche encore mieux qu'une diode Zener. Pourquoi j'irais m'embêter avec une diode Zener si c'est pour faire passer le courant dans les deux sens? Eh bien en fait, on va utiliser un des défauts de la diode comme une qualité par rapport à une utilisation particulière. Quand on met la diode Zener en inverse,
la tension de seuil, on est capable de fabriquer des diodes Zener qui ont des tensions de seuil, UZ, des tensions Zener, d'une certaine valeur. Et ça va être intéressant parce que ça va me permettre de faire ce qu'on appelle de la régulation de tension. C'est ce qu'on va voir ici dans l'utilisation de la diode Zener. Alors, prenons un schéma pour expliquer. Imaginons un générateur qui envoie un courant, donc du plus vers le moins, à travers une résistance et à travers une diode Zener en inverse. Si c'était une diode à jonction, il n'y aurait pas du tout de courant dans le circuit puisqu'elle est à l'envers. Par contre, celle-là, c'est une diode Zener, on la reconnaît à ce petit trait en plus. Et en plus, c'est une diode Zener, ici c'est marqué 5,1 volts. C'est une diode Zener que j'ai choisie exprès avec une tension Zener, donc une tension de seuil inverse, de 5,1 volts. On va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de particulier. J'ai 9 volts à l'entrée, j'ai du courant qui est envoyé. Si ma tension d'alimentation ici était inférieure à 5 volts, elle serait complètement bloquée, j'aurais pas de courant. Mais à partir du moment où la tension d'alimentation dépasse la tension Zener, je vais avoir un courant qui va s'établir dans mon circuit. Et qu'est-ce que ça va donner ça? Si je mesure la tension ici aux bornes de la diode Zener, je me rends compte qu'elle va réguler, qu'elle va maintenir la tension à peu près au niveau de sa tension Zener, 5,06 volts. Pour que ça fonctionne, il faut mettre ici ce qu'on appelle une résistance de polarisation. En fait, c'est une résistance qui va limiter le courant dans le circuit. Parce que à partir du moment où la diode Zener commence à être passante en inverse, j'allais dire, elle va bien vouloir laisser passer le courant en inverse. Elle n'est pas capable de limiter le courant. Elle est capable de réguler la tension. Par contre, le nombre d'ampères qui va passer au travers, elle n'est pas capable de le freiner toute seule. Donc il faut absolument qu'on freine ce courant. Et le composant qu'on va utiliser pour freiner le courant, c'est la résistance. Donc en fonction de l'écart qu'il y a entre la tension d'entrée et la tension de sortie, il va falloir qu'on choisisse une résistance avec un nombre d'ohms bien calculé pour être dans les tolérances de courant de la diode Zener. La diode Zener, elle n'est pas capable de réguler jusqu'à des centaines d'ampères. Donc ça va dépendre de la diode Zener qu'on utilise. Il faut que le courant qui passe au travers en inverse soit dans une bonne fourchette d'ampères, de milliampères même, j'allais dire, pour que ça fonctionne bien. Alors ça veut dire quoi, ça? Tout ça. Si je résume, j'ai un montage dans lequel je peux mettre du 9 volts, du 10, du 11, du 12, du 13, du 14 ou du 15 volts par exemple, mais à la sortie, ça va rester à 5 volts. Et ça, c'est ce qu'on appelle une régulation de tension. Ça peut servir en électricité. Si je veux alimenter par exemple un appareil qui veut absolument avoir du 5 volts fixe, sinon ça ne fonctionnera pas. Et si j'ai à l'entrée une tension qui est variable, par exemple aux bornes d'une batterie, des fois elle est bien chargée, des fois elle est moins bien chargée. Si je veux que le niveau de tension aux bornes de la batterie, même s'il bouge, qu'en sortie ça reste toujours pareil, c'est ce qu'on appelle faire une régulation, être régulé, alors je vais pouvoir utiliser une diode Zener en inverse, qui va réguler la tension. J'aurai 5 volts toujours impeccablement, à partir du moment où ici, je dépasse les 5 volts, et même si ce 9 volts là bouge un petit peu, j'aurai toujours 5 volts fixe ici. C'est une régulation. Donc, je résume, on utilise la diode Zener dans le sens inverse avec une résistance de polarisation, c'est celle-là. Elle permet de réguler la tension de sortie à une valeur fixe UZ. Et donc, je peux acheter des diodes Zener de différentes valeurs, des diodes Zener de 3 volts, des diodes Zener de 10 volts, 12 volts, 15 volts, 30 volts. Et donc, quand je les mettrai en inverse avec la bonne résistance, elles me réguleront la tension en sortie à ces niveaux-là. Ça veut dire qu'en achetant la bonne tension Zener, je vais pouvoir faire une régulation à un certain nombre de volts qui correspondra bien par rapport au montage que je veux faire. Il existe des diodes avec de nombreuses valeurs de UZ qui sont inscrites sur la diode. Donc c'est là où je vais aussi pouvoir, si par exemple je suis sur une carte électronique regardant un composant, en regardant sa référence, ce qui est inscrit dessus, je vais pouvoir savoir si c'est une diode à jonction ou une diode Zener, mais en plus je vais pouvoir savoir quelle est la valeur de la tension Zener. Donc par exemple, une diode Zener où ce serait marqué, donc là je la fais tourner la diode, c'est pour ça que on a plusieurs inscriptions dessus, parce qu'en fait autour de la diode, celle-là si c'est marqué BZX 55C 9V1, ça veut dire que c'est une diode Zener de 9,1 volts. Et dès qu'il y a un Z dans la référence,
on peut déjà se dire que c'est une diode Zener. Alors maintenant, comment je peux faire pour tester cette diode Zener, pour savoir sur un appareil si elle est cassée? Et bien dans le sens passant, déjà, on peut faire le test classique avec le multimètre en position test de diode, parce qu'elle se teste comme une diode à jonction. Ça veut dire que si je me mets en mode test de diode, entre anode et cathode, rouge sur l'anode, noir sur la cathode, je devrais voir apparaître la tension de seuil classique du silicium, c'est-à-dire 0,6, 0,7 volts. Pour vérifier son fonctionnement en inverse, par contre, là, on n'a pas trop de choix, il faut mesurer la diode sous tension. Parce que le mode test de diode, il ne marche pas au-delà de 2 volts. Je ne peux pas mesurer des tensions de seuil qui sont plus grandes que ça. Donc si par exemple c'est une diode Zener de 9 volts, il va falloir que je la mette sous tension avec une résistance de polarisation et que je vérifie au voltmètre qu'il y a bien la bonne tension à ces bornes. Donc là, attention, hein, si jamais on fait un test sous tension, si vous voulez faire un test sous tension avec la diode qui est encore soudée sur la carte, il va falloir prendre des précautions si jamais vous dépassez la limite des 50 volts en prenant des EPI, des gants, etc. et toutes les précautions nécessaires de l'habilitation électrique. Donc pour bien comprendre le fonctionnement de cette diode Zener, je vous propose un exercice. Alors imaginons ce schéma où j'ai une tension d'entrée VE, V comme tension, E comme entrée, qui est entre ce point-là et ce point-là, qui aura une certaine valeur, et cette tension d'entrée va alimenter une diode à jonction, mise en dérivation avec une résistance. Ensuite, j'aurai une diode Zener, et enfin encore une autre résistance pour boucler le circuit. Les valeurs sont les suivantes. La résistance R1 vaut 100 ohms, à une résistance de 100 ohms. La résistance R2 ici vaut également 100 ohms. La tension d'alimentation du montage est de 20 volts. Je précise que la diode D ici est une diode au silicium, ça va être important pour l'exercice. Et je précise également que la diode Zener ici est une diode Zener qui a une tension Zener, donc une tension de seuil inverse de 6 volts. Première question. Donner la valeur de VDZ. Alors VDZ, c'est la tension qu'il y a aux bornes de la diode Zener. Alors, pour connaître la tension aux bornes de la diode Zener, il n'y a pas de calcul à faire, hein. C'est pour ça que j'ai dit donner la valeur. Il y a une question à se poser, c'est en réalité deux questions. Première question, est-ce qu'elle est dans le sens inverse ou dans le sens direct? Si elle était dans le sens direct, il y aurait 0,7 volts, or là elle est dans le sens inverse. Ce qui amène la deuxième question, est-ce que l'alimentation dépasse la valeur de la tension Zener? La tension Zener est de 6 volts, j'ai une alimentation de 20 volts, donc ça veut dire qu'elle va être en régulation, cette diode Zener. Donc si elle est en régulation, elle va réguler à quelle valeur? Eh bien la valeur de la tension Zener. Donc je peux dire sans faire de calcul que VDZ sera égal à 6 volts, car sa tension Zener est de 6 volts. J'ai choisi une Zener de 6 volts. Deuxième question, on va essayer de donner la valeur de VD. Alors, VD, c'est ici, c'est aux bornes d'une diode. Attention, il n'y a pas ce petit trait là, c'est une diode à jonction. Est-ce qu'elle est dans le sens passant ou dans le sens inverse? Le courant allant du plus vers le moins, il va essayer de passer à travers la diode dans le sens passant. Si elle est dans le sens passant, il y aura donc dessus la tension de seuil classique d'une diode à jonction, c'est-à-dire 0,7 volts. Alors pourquoi je peux dire que c'est 0,7? Parce que c'est une diode au silicium. Si ça avait été une diode au germanium, on aurait dû dire que c'était à peu près 0,3. Donc là, c'est une diode au silicium, j'ai le droit de dire que c'est 0,7, 0,6. Voilà, les deux sont acceptés. En déduire la valeur de VR2. Alors là, par contre, il va peut-être falloir commencer à faire un calcul. Là, j'ai dit donner, là, j'ai dit donner. Là, maintenant, je fais en déduire. Alors, VR2, c'est ici. C'est la tension qu'il y a aux bornes de R2. Pour calculer une tension en électronique, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser soit une loi d'émail, soit une loi d'Ohm, soit un pont diviseur, mais principalement, c'est loi d'émail et loi d'Ohm. Là, dans notre cas, je vais avoir du mal à faire la loi d'Ohm, étant donné que je ne connais pas la valeur de I. Donc il me reste une possibilité, c'est la loi d'émail. Je rappelle la loi d'émail. La loi d'émail, c'est faire le tour du circuit en passant sur les différentes tensions et en mettant un plus ou un moins, suivant qu'on passe dans le même sens que la tension ou dans le sens inverse de la tension. Et surtout, on n'oublie pas à la fin de marquer égal 0. Je préconise toujours, quand on fait une loi d'émail, de partir de la tension qu'on cherche. Après, il faut que je me demande si je ne vais pas avoir trop d'inconnus. Donc là, quand je vais faire le tour, je vais passer sur VR2, donc c'est celle que je cherche.
Je vais passer sur VDZ, on vient de la trouver. Ici, j'ai le choix entre passer au-dessus ou en dessous, je vais passer en dessous. On connaît VD. Et je vais revenir par VE, on connaît VE. Donc finalement, je vais pouvoir faire ma loi des maths. Plus VR2, plus VDZ, je suis dans le même sens. Plus VD, je suis dans le même sens. Moins VE, je suis dans le sens inverse, égale 0. Plus VR2, plus VDZ, plus VD, moins VE, égale 0. Et ça, c'est la base de mon calcul qui va pouvoir me permettre de trouver VR2 en passant VDZ, VD et VE de l'autre côté du égal, et donc en inversant le signe de ces éléments. Je garde VR2 à gauche du égal, VE est devenu plus, VDZ et VD sont devenus moins. Ensuite, je fais l'application numérique, je remplace par les valeurs. VE vaut 20 volts, VDZ vaut 6 volts, donc moins 6, moins 0,7 pour VD. Ça veut dire qu'il ne reste que 13,3 volts sur VR2. Et donc j'ai pu trouver la valeur de VR2. Question 4. Cette fois, on va calculer le courant I. Pareil, en électronique, pour calculer un courant, je vais utiliser soit la loi d'Ohm, soit la loi des nœuds. Ici, la loi des nœuds, je vais avoir du mal. Par contre, maintenant que je connais VR2 et R2, en utilisant une loi d'Ohm, je peux en déduire I. Donc la loi d'Ohm de base, elle dit U égale R fois I. Donc il va falloir que je la transforme pour obtenir I. Donc si U égale R fois I égale U sur R. Sauf que là, à la place de U, je vais mettre le bon nom de la tension, qui s'appelle VR2. Et à la place de R, je vais mettre le bon nom de la résistance, qui s'appelle R2. VR2, je remplace par sa valeur, 13,3 volts qu'on a trouvé avant. Et R2 est donné dans l'énoncé 100 ohms. 13,3 divisé par 100. Si on tape ça sur la calculette, ça fait 0,133. Et 0,133 ampères, on peut le convertir en milliampères, ça fait 133 milliampères. Donc j'ai trouvé maintenant le courant qui circule dans le circuit. Maintenant, ils veulent que je calcule IR1. IR1, c'est la proportion de courant dans le circuit qui va passer à travers la résistance R1. Là, pareil, calcul de courant, c'est ou loi des nœuds ou loi d'Ohm. Étant donné que je ne connais pas la proportion de courant qui passe à travers la diode, je ne peux pas faire la loi des nœuds sur le nœud ici ou sur le nœud ici. Donc je vais me rabattre sur la loi d'Ohm. Dans le même genre, I égale U sur R, sauf que là, le U que je vais utiliser, ce ne sera pas le même. Et le R, ce ne sera pas le même non plus. La bonne question à se poser, donc le R, pas de problème, c'est R1. Par contre, la bonne question à se poser, c'est quel est le U qui est sur la résistance R1 ? Eh bien, la différence de potentiel présente sur la résistance R1, c'est la différence qu'il y a entre le nombre de volts ici et le nombre de volts ici. Eh bien, le nombre de volts ici, c'est le même que le nombre de volts qu'il y a là. Et le nombre de volts ici, c'est le même que le nombre de volts qu'il y a là. Donc finalement, la différence de potentiel qu'il y a aux bornes de la résistance, c'est la même que celle qu'il y a aux bornes de la diode à jonction. Donc on retrouve VD aux bornes de R1 de la même manière. Et donc là, quand je vais faire mon calcul I égale U sur R, le I que je cherche, c'est IR1. Le U qui est sur R1, parce qu'on prendra VD. Et R1, pas de problème, c'est donné dans l'énoncé ici. Donc c'est 0,7 divisé par 100. Et ça fait 0,007 ampères, donc on pourra traduire par 7 mA. En déduire la valeur du courant ID, c'est-à-dire la valeur du courant dans la diode à jonction. Là, sur une diode, je ne peux pas faire de loi d'Ohm, il n'y a pas de résistance. Donc mon seul choix, ça va être d'utiliser la loi des nœuds. Je rappelle la loi des nœuds. La loi des nœuds, elle dit l'intégralité du courant qui entre dans un nœud, c'est par exemple le nœud ici, le courant qui rentre dans ce nœud-là, la somme du courant qui rentre doit être égale à la somme des courants qui sortent du nœud. Donc le courant qui rentre dans le nœud ici, ça doit être égal au courant qui part dans R1 plus le courant qui part dans la diode. Et pareil de l'autre côté. Courant qui part dans R1, enfin qui vient depuis R1 et qui vient depuis la diode, dans ce nœud-là, doit être égal au courant qui sort. Donc là, on va faire une loi des nœuds, par exemple, ici. Je vais dire que I va être égal à IR1 plus ID. I égale ID plus IR1, ce qui revient au même. Et ça tombe bien parce que ces deux courants, on les connaît déjà. C'est 133 mA plus 7. Pardon. Non, j'ai dit une bêtise.
On connaît I, on connaît IR1, mais on ne connaît pas ID. Donc il va falloir que je change cette formule. Donc il va falloir que je passe IR1 de l'autre côté. Donc en passant IR1 de l'autre côté, il va devenir moins IR1. Et donc je vais pouvoir calculer ID en faisant I moins IR1. Et donc là, ce sera égal à 133 moins 7. Mais attention, c'est 133 milliampères moins 7 milliampères. Donc c'est pour ça que j'ai mis x 10 moins 3, parce que c'est pour tenir compte du fait que ce soit des milliampères. Alors vous allez me dire que j'aurais pu faire 133 moins 7, et ça m'aurait donné directement le résultat. Oui, ça marche bien, parce que c'est des milliampères que je soustrais à des milliampères. Mais si j'avais deux unités, deux sous-multiples différents, si par exemple c'était des milliampères et des microampères, là, j'aurais pas pu le faire. J'aurais été obligé de passer par les puissances de 10. C'est pour ça que je m'habitue à le faire à chaque fois. Voilà. Et donc cet exercice-là, ça me permet de rappeler des lois de base et en même temps de bien comprendre comment fonctionne une diode Zener. Dans la prochaine vidéo, on abordera un autre type de diode. Cette fois, c'est les DEL, diodes électroluminescentes, ou LED en anglais, Light Emitting Diode, qui sont des diodes comme toutes les autres, mais qui ont des facultés particulières à émettre quelque chose. Et donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie et à bientôt.